Bonjour à tous, c'est Emmanuel. Petite parenthèse avant de vous laisser profiter du podcast. Je voulais vous expliquer qu'en fait avec Fergan, on voulait vous parler terrorisme et on s'est retrouvé par le plus grand des hasards à enregistrer la veille des attentats de Bruxelles. Donc du coup, la première chose, c'est on voulait pas publier un podcast dont le but est d'essayer d'aborder un sujet passionnel de façon dépassionnée en étant aussi près temporellement d'un tel événement. Donc on a voulu laisser une semaine, ne serait-ce que pour laisser un peu laisser les choses décanter. Et on espère que vous pourrez quand même apprécier ce qu'on avait à dire sur le sujet. Il me semblait important de maintenir ce podcast, de quand même le publier. Je reste fermement ancré dans mes convictions sur le sujet. Je ne pense pas que si je devais le refaire, il y ait grand chose que je changerais en termes de contenu. Mais il me semblait important de vous préciser un peu ce contexte, c'est-à-dire qu'effectivement on s'est retrouvé à faire ça la veille. Donc du coup, tout ce qu'on dit, c'est à prendre dans ce contexte-là. Donc s'il y a des choses que vous sentez qu'on n'a pas abordées, effectivement on n'avait pas les événements précis de Bruxelles en tête. Donc forcément, c'est des questions il y a probablement des points qu'on a laissés de côté parce que ça nous était pas venu à l'esprit. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou nous envoyer un message si il y a des questions particulières que vous auriez aimé voir abordées, et on y reviendra peut-être probablement dans un épisode dans le futur. J'ai la triste impression que le dossier n'est pas fini. En tout cas, j'espère que vous allez quand même apprécier ce podcast. Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le 22e épisode de votre podcast favori Free Lunch, et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler, enfin, vous allez dire, on va dire des questions de terrorisme avec, il y a eu l'arrestation très récente d'un des principaux suspects dans les attentats de l'année dernière, et on s'était un peu rendu compte qu'on n'avait jamais vraiment parlé de tout ce qui tourne autour de l'état d'urgence, des questions terroristes, etc. Et on voulait un peu corriger ça, et on voulait parler un peu de tout ce qui entoure en fait les questions de terrorisme, et déjà commencer un peu par on va dire une des questions qui revient le plus souvent quand on parle de ces sujets, c'est un peu le débat entre sécurité et liberté, qu'on nous présente un peu comme il faut soi-disant faire des compromis et accepter d'avoir un peu moins de liberté pour avoir un peu plus de sécurité. Et déjà, c'est un point sur lequel on n'est pas vraiment d'accord, et on voulait un peu vous donner notre opinion là-dessus. Ouais, tout à fait. L'opposition liberté-sécurité, c'est vraiment la stratégie politique la plus vieille du monde. Enfin, c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. Il faut, je pense, réaliser à quel point cette opposition, elle est infondée, elle n'est pas correcte. Simplement, déjà peut-être revenir sur quelques définitions pour savoir de quoi on parle. Enfin, par liberté en ce qui me concerne, j'entends la possibilité de faire ce que je veux avec ce que j'ai, du moment que, évidemment, j'emmerde personne. Et la sécurité, c'est un environnement, un état qui me permet d'exercer mes libertés sans craindre des interférences de groupes soit publics, soit privés. Donc, il est assez contradictoire de vouloir opposer ces deux notions qui finalement sont consubstantielles. Diminuer la liberté est la première source de sécurité en fait. Donc diminuer la liberté, vous n'aurez pas plus de sécurité pour autant. Donc je pense qu'il faut relever cette erreur communément faite dans le discours politique, et ensuite expliquer pourquoi et quelles sont les pistes en fait pour améliorer la sécurité tout en sauvegardant, voire en renforçant les libertés fondamentales. Oui, et pour compléter ce que tu viens de dire, on peut appliquer sur cette question du compromis entre liberté et sécurité, on peut appliquer un vieux théorème économique qui est en fait l'idée de rendement décroissant. C'est-à-dire que plus on veut renforcer la sécurité,
plus il va falloir tailler de façon importante dans les libertés. C'est-à-dire qu'au tout début, on commence avec quelque chose euh, d'assez, d'assez bénin, entre guillemets. On va dire, bon, bah, pour garantir la sécurité des personnes, on va s'assurer que vous n'ayez pas la liberté de frapper les gens dans la rue au pif. Bon, ça quand même, ça semble être quelque chose d'assez évident. Mais après, plus on avance et plus on veut garantir une sécurité importante, plus il faut aller loin dans cette privation de liberté. Il y a un moment où on passe effectivement une espèce de cap où ça devient plus acceptable. Et aujourd'hui, on est clairement sur cette ligne. On est un peu en train de basculer du mauvais côté, où on se rend compte qu'on a projet de loi après projet de loi qui en plus d'ailleurs se terminent, finissent par devenir loi, qui veulent limiter tout ce qui est liberté d'expression et vie privée sur les moyens, notamment tout ce qui tourne autour d'Internet, où on essaye de plus en plus de dire que voilà, il faudrait surveiller les communications Internet, il faudrait être capable de casser tout ce qui est technique de chiffrement, etc. On retrouve un peu cette logique où oui, il faut faire certains compromis en termes sur la liberté pour assurer la sécurité des gens, mais c'est un compromis qui devrait, à tout moment, on devrait toujours être très suspect, très sceptique quand on a ce genre de compromis qui nous est présenté. Et il y a des choses où il faut être capable de pouvoir un peu... effectivement, ce compromis doit exister, mais on est aujourd'hui clairement rentré dans une zone où, pour assurer un peu plus de sécurité, on est obligé de tailler sévèrement dans les libertés des gens. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est crucial à noter, c'est que ce dont on nous parle aujourd'hui, c'est pas forcément anodin. Et alors qu'il y a des choses, à côté de ça, il y a quand même des moyens pour améliorer la sécurité, des gens qui ne sont pas du tout abordés et qu'on aimerait voir, justement, on aimerait voir aborder un peu plus. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que tu dis, moi j'aimerais revenir sur un aspect fondamental, c'est que aujourd'hui, en fait, le discours qui veut nous convaincre de la nécessité de faire un compromis entre la liberté et la sécurité, c'est un discours qui part du principe que finalement l'état de droit, la primauté du droit, c'est quelque chose de ringard, ce serait synonyme de laxisme et donc de délitement de l'ordre de la sécurité, mais pas du tout. Enfin, la primauté du droit, ce n'est pas quelque chose qui est synonyme de laxisme, c'est la garantie d'une autorité forte et intransigeante dans ses justes attributions, qui consiste justement à protéger les individus des agressions à la fois publiques et privées. Et donc c'est cette protection-là qui constitue le socle de la sécurité collective. Et aujourd'hui, on assiste à une radicalisation donc, des politiques de répression qui se déconnecte de tout principe tout principe de responsabilité pour aller dans les mesures privatives dans une logique préventive et tout cela, il faut bien se rendre compte que tout cela ne permet pas de diminuer la violence dans la société et d'instaurer une paix beaucoup plus forte, mais au contraire augmente le degré de violence, augmente le degré d'incertitude, d'insécurité et augmente finalement le taux de délinquance dans la société, à la différence près, et on le verra tout à l'heure en évoquant les chiffres, que lorsque l'administration s'écarte donc de ce principe de primauté de droit, eh bien on substitue la violence privée par une nouvelle forme de délinquance publique qui, elle, est beaucoup plus dangereuse dans la mesure où elle est légale et mieux institutionnalisée par définition. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, en fait. C'est lorsqu'on regarde l'efficacité des politiques répressives, dites sécuritaires, préventives ou je ne sais quoi, statistiquement, on ne diminue pas la violence, on l'augmente. On ne fait que renforcer les problèmes contre lesquels on prétend lutter. Oui. Est-ce que tu veux qu'on prenne peut-être quelques exemples pratiques? Parce que ça, je pense que c'est un point qui est assez crucial. C'est non seulement on est en train de parler de limiter les libertés individuelles et les libertés civiles, mais il y a aussi cet aspect de donner un peu une carte blanche où la police est censée obéir à certaines règles, il est censé avoir des contre-pouvoirs au niveau du judiciaire, il est censé avoir des protections qui font que, effectivement, quand on est dans cette idée de l'état de droit, c'est celui qui édicte la loi, qui fait appliquer la loi, etc. Donc il doit y avoir
ces barrières, ces protections légales qui font que la police ne peut pas tout faire, le judiciaire ne peut pas tout faire, le législatif ne peut pas tout faire. Et là, donc l'idée c'est on serait quand même on serait en train de taper et d'affaiblir un peu ces frontières et de limiter un peu ses contre-pouvoirs, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ben, l'état d'urgence qui a été voté en fait en novembre consiste précisément à accroître les pouvoirs de la bureaucratie française et sa capacité à prendre des mesures privatives de liberté à titre préventif. Donc à titre préventif, ça veut dire quoi? C'est que vous n'avez rien fait, mais on va quand même vous punir au cas où parce que vous êtes réputé être dangereux. Bon. Tout en affaiblissant le rôle du juge, le rôle du juge judiciaire notamment, supposé donc contrôler la légalité des mesures policières, etc. Donc l'état d'urgence diminue l'effectivité donc des principes de primauté du droit et d'état de droit. Si on veut s'attarder sur les chiffres, alors j'ai les chiffres un petit peu anciens entre guillemets, mes informations, enfin les chiffres que j'ai, ça va jusqu'au 21 janvier. Donc entre le moment où on a fait voter donc l'état d'urgence, on l'a appliqué jusqu'au 21 janvier, on a prononcé 382 assignations à résidence, dont certaines ne concernaient pas vraiment les terroristes, puisqu'on a appris que on a enfermé on a enfermé des gens qui en fait risquaient de gêner la COP 21, étaient des militants écolos radicaux, je ne sais quoi. Toujours est-il que sur la base d'une prétendue dangerosité toujours difficile à mesurer, la dangerosité par définition elle n'est pas corrélée à la responsabilité, au fait de répondre de ces actes qui supposent de punir après avoir commis un acte. Donc là c'est forcément arbitraire. Donc on a prononcé 382 assignations à résidence, on a ordonné 3099 perquisitions administratives sont des choses qui seraient totalement intolérables dans une société dite respectueuse de l'état de droit, d'autant plus que, encore une fois, on l'a dit, beaucoup d'infractions n'avaient absolument rien à voir avec le terrorisme, c'est-à-dire qu'on a profité de l'état d'urgence finalement pour accélérer les procédures de droit commun. C'est quand même assez problématique. Et parmi ces infractions, la plupart n'étaient même pas des infractions violentes, puisqu'on est parti frapper chez des mecs qui fumaient de la bœuf. Enfin, c'est quand même assez incroyable, quoi. Enfin, on se met à la place quand même des individus en question. Le mec qui fume de la bœuf dans son salon et il voit des 25, genre je sais pas combien de policiers débarquer chez lui comme ça dans la nuit. Il y a de quoi être surpris, il y a de quoi être assez perturbé, il y a de quoi se sentir pour le coup véritablement dans l'insécurité. Quand on sait que l'administration peut venir toquer à votre porte comme ça et vous punir parce que vous avez fumé un joint au nom de l'état d'urgence avec des contre-pouvoirs qui quasiment sont affaiblis. C'est assez problématique et surtout, encore une fois, ça ne résout pas les problèmes de sécurité parce que, premièrement, on ne lutte pas contre les véritables criminels, contre les véritables bandits, mais en plus de cela, on augmente le degré de délinquance publique. On augmente la criminalité publique. Voilà, une assignation à résidence, c'est bien joli comme vocabulaire, mais si on veut décrire ça avec un vocabulaire pénal classique, moi j'appelle ça une séquestration, une assignation à résidence. C'est l'administration qui vous confine chez vous et qui vous dit vous pouvez pas sortir, et si vous le faites, vous serez puni. Moi j'appelle ça une séquestration. Et lorsqu'on séquestre quelqu'un sous prétexte qu'il est éventuellement radical et qui pourrait perturber la COP 21, je trouve ça très léger dans un état de droit. Pareil pour un type qui fume de la bœuf et qui voit débarquer chez lui des policiers comme ça. Moi j'appelle ça une violation de propriété. Enfin, c'est autant. Et donc on vient se rendre compte enfin qu'on ne fait qu'augmenter la délinquance publique en permettant à l'administration d'être au-dessus du droit. Donc une société qui place l'administration au-dessus du droit ne réduit pas le degré de violence, de délinquance, d'incertitude, elle ne fait que la renforcer. Oui, il y a 2 points dans ce que tu as dit qui me semblent assez importants et sur lesquels je voulais revenir déjà de façon anecdotique, je vais reconnaître. Par rapport à la COP 21, où c'était on va dire que c'était une très bonne illustration de cette logique où on a mis, donc comme tu as dit, on a utilisé un peu le prétexte de la menace terroriste pour passer des écolos sous silence, même si bon, c'est des gens qui sont, enfin,
c'est pas des gens qui sont non plus extrêmement dangereux. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agiter leurs panneaux un peu trop fort. Et, et de l'autre côté, on s'est aussi servi de cette excuse lors de la COP 21 pour fermer les frontières. Euh, D'ailleurs, je sais même pas si on les a réouverts après, parce que c'était un peu passé comme Non, non, une lettre à la non, poste. il y a toujours. Alors, on n'a pas fermé les frontières, on a en fait remis les contrôles aux frontières, ce n'est pas Voilà, la même chose. oui, voilà, pardon, on a remis les contrôles aux frontières. Donc en gros, on a remis les contrôles aux frontières pour la COP 21. Maintenant, la COP 21, elle est passée, c'était quand déjà, je sais même plus quand est-ce que c'était, mais il y a plusieurs mois, et on a toujours les contrôles aux frontières. Donc c'est, c'est, c'est anecdotique, c'est vrai, mais ça illustre très bien cette idée que quand on donne un peu des pouvoirs exceptionnels à l'État, on se retrouve avec des choses dont après sur lesquelles on peut difficilement revenir en arrière. Ce qui a un peu toujours été le cas, hein, si on regarde historiquement, les guerres toujours été des moments où l'État fait passer un peu ce qu'il veut. Les guerres et les grandes crises ont été des moments où justement on, on- on renverse un peu l'état de droit et on fait un peu ce qu'on veut, et après on passe un demi-siècle à essayer de corriger ce qui a été fait. Oui, bah, ce qui est inquiétant, c'est que d'une part, on a l'impression un petit peu que le gouvernement teste ses limites, parce que c'est quand même assez dingue d'enfermer des militants politiques sous prétexte de dangerosité, enfin de troubles à l'ordre public, comme ils disent. D'ailleurs, il faut remarquer que l'état d'urgence ne s'applique pas qu'au terrorisme, hein. C'est-à-dire que toute personne susceptible d'atteindre à l'ordre public, donc le truc fourre-tout, quoi, peut être visée par ces mesures-là. Donc bonne chance pour circonscrire l'action policière aux mesures, aux menaces terroristes. Mais le plus inquiétant, c'est qu'en fait, la réaction populaire, elle n'existe pas. Bon, moi, je suis assez stupéfait, en fait, de voir que pour la loi travail, on manifeste comme des dingues, on fait plein de hashtags sur les réseaux sociaux, et tout le monde se mobilise pour une loi qui est jugée détestable, pourquoi pas. Mais pour les questions de liberté civile essentielles, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que je n'ai pas senti la même ferveur à l'encontre des mesures sécuritaires que lorsqu'on a discuté les lois sur le marché du travail. Donc c'est assez problématique en fait que les individus, que le citoyen ne hiérarchise pas en fait l'importance et le danger que représente telle ou telle mesure gouvernementale, parce qu'on arrive à une situation dans laquelle petit à petit ces dérives vont se banaliser, et à partir du moment où on arrive à ce point où finalement les mesures autoritaires se banalisent, ça peut aller très vite. Enfin, c'est très dangereux, quoi. Je ne vais pas verser dans l'alarmisme le primitif, mais un peuple qui trouve ces mesures autoritaires normales, qui trouve que l'on puisse enfermer des écolos, enfin des militants politiques comme ça, de manière préventive, finalement c'est pas si révoltant que ça. Bof, quoi, je donne pas cher en fait de la possibilité de retrouver à court voire à moyen terme un état de droit digne de ce nom. Oui, ce que les gens ne comprennent pas là-dessus, c'est aujourd'hui ça va parce qu'on a quelqu'un comme François Hollande au pouvoir. Je suis pas bon, pour ceux qui me suivent, je suis pas un fan de Hollande, c'est quand même pas nouveau, mais pour moi Hollande c'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un demain que j'ai peur qu'il se transforme en Fidel Castro. Par contre, je sais pas qui est-ce qu'il va y avoir derrière Hollande. Est-ce qu'on va avoir une Marine Le Pen au pouvoir? Et si demain on a une Marine Le Pen au pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire de ce genre de mesures? Et ça, c'est quelque chose que les gens ont peut-être des fois un peu de mal à comprendre. C'est que quand on met quelque chose en place, en plus, on parle de constitutionnaliser l'état d'urgence. C'est vrai que la Constitution française, elle a pas la même force, et voilà, bon, c'est un peu un bout de papier sur un coin de table. Mais il n'en reste quand même que quand quelque chose est dans la Constitution, pour le retirer, c'est pas, c'est notre paire de manches. Et le jour où demain on a Marine Le Pen au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait avec ce genre de pouvoir? Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une question qui est vraiment posée malheureusement. Et aussi, juste pour revenir sur un point, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction publique sur cette question-là? C'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire quand on parle de politique, ce n'est toujours qu'une question de signaler sa vertu. Et sur des choses que les gens vont essayer de simplifier au maximum. Donc pourquoi est-ce que les gens ne se plaignent pas de ce genre de choses? C'est parce qu'en fait, dans une espèce de représentation manichéenne des choses, qui est absolument pas nuancée, ça va être pour ou contre les terroristes. Et
toute mesure qui est présentée, je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, c'est comment c'est perçu. Toute mesure qui est présentée pour lutter contre les terroristes, on peut pas s'y opposer, parce que si on s'y oppose, c'est-à-dire qu'on est pour les terroristes. C'est un peu bête, hein. Bon, c'est vrai que c'est triste, je suis le premier à le déplorer, mais c'est malheureusement la façon dont fonctionne aujourd'hui la politique. Pourquoi est-ce que la loi El Khomri, tu parlais de la loi El Khomri qui est vivement critiquée, c'est parce que ça a été présenté de façon manichéenne pour ou contre les travailleurs, et ceux qui s'opposent à la loi El Khomri sont les gens qui sont pour protéger les travailleurs, ceux qui sont en faveur de la loi El Khomri sont les gens qui sont contre les travailleurs. Et s'ils avaient réussi un peu leur plan communication et leur plan marketing, ça aurait pu être l'inverse. Les gens auraient dit, bah voilà, ceux qui sont pour la loi El Khomri sont pour les travailleurs. C'est qu'une question de communication au final, et quand on a inscrit dans l'idée, dans l'imagination publique que l'état d'urgence, que ces lois liberticides, c'était pour aller contre les terroristes, on ne peut pas le critiquer, parce que si on le critique, on est forcément pour les terroristes. Et ce qui est dommage, parce que du coup, ça empêche un peu toute forme de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui pourraient améliorer la sécurité. Il y a beaucoup d'autres réformes qui pourraient être faites en France, qui permettraient d'améliorer la sécurité des citoyens, de mieux lutter contre le terrorisme. Mais on parle de choses... c'est même pas... Non seulement on parlait tout à l'heure de cette question de compromis, mais c'est qu'en plus, à côté, il y a des choses qui pourraient être faites, qui ne sont pas faites et qui seraient beaucoup plus efficaces. Et ça, on n'en parle pas. Tout à fait, on va en parler. Juste revenir sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, parce qu'il y avait une petite remarque que je voulais bien faire, parce que comme moi j'ai été étudiant en droit et qu'on m'a bassiné pendant je sais pas combien d'années sur l'efficacité des contre-pouvoirs constitutionnels français, j'aimerais faire une remarque, parce que c'est vrai qu'on nous a dit, oh mon dieu, on va constitutionnaliser l'état d'urgence. Alors c'est vrai qu'il y a un avantage avec la constitutionnalisation de l'état d'urgence, et il y a un truc, c'est que ça va absolument rien changer. Donc sur le plan symbolique, c'est vrai que c'est assez délicat, parce qu'on va donc inscrire dans un texte supposé protéger les droits fondamentaux un moyen d'y déroger. Mais en fait, quel est l'intérêt de mettre de nouvelles règles dans la Constitution ? C'est d'affaiblir le pouvoir des juges constitutionnels. Donc plus vous avez de règles inscrites dans la Constitution, moins le juge constitutionnel aura de pouvoir, moins il aura la possibilité de censurer une loi, un règlement administratif au nom de la Constitution. Mais bon, comme le Conseil constitutionnel ne sert à rien, et qu'il valide tout et n'importe quoi au gré de ses humeurs. Je pense notamment à la décision très controversée il y a quelques mois qui consistait à valider donc la surveillance de masse. On avait eu une décision constitutionnelle qui validait la surveillance de masse, une décision on aurait dit qu'elle avait été rédigée par un étudiant de première année en droit, tellement c'était médiocre en fait. Donc c'est assez incroyable. Donc de ce côté-là, en fait, affaiblir un pouvoir qui sert à rien, bon, ça va pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que sur le plan symbolique, c'est assez problématique. Après, pour ce qui est des mesures que l'on pourrait prendre pour améliorer la sécurité tout en confortant, voire renforçant les libertés individuelles, il y en a évidemment des tonnes. Tu veux commencer peut-être, parce que j'ai pas mal parlé là, j'ai pas mal causé. Oui, déjà, oui, effectivement, non, mais il y a pas mal. Alors je vais donner un peu des points qui sont, on va dire, anecdotiques. Encore une fois, moi c'est vrai que... Bon, vous me connaissez, moi ce que j'aime bien, c'est un peu essayer de regarder quelles sont les petites choses qu'on peut faire sur lesquelles il n'y a pas... il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Mais par exemple, on a beaucoup de ressources policières qui sont mobilisées pour des choses qui sont pas vraiment d'une gravité absolue. Enfin, quand on voit un peu les moyens qu'on met pour lutter contre les trafics de drogue, c'est quand même assez hallucinant. Surtout pour des choses, quand on parle du cannabis ou je ne sais quoi, bon, c'est quand même assez dingue. Et au final, le fait que le cannabis soit illégal et qu'ils soient obligés de traquer absolument le moindre gosse qui deal un peu de bœuf dans un coin d'un quartier, c'est des ressources policières, c'est du temps humain qui n'est pas passé à faire autre chose, à essayer de, je sais pas, en plus quand on sait après derrière que les prisons, quand on envoie des gosses en prison, puis qu'après on en fait, c'est des gens qui sont au contact de mafieux, de toute forme de cercles, je sais pas moi, radicaux, et qu'après on a certaines personnes qui rentrent dans la prison, qui ressortent directement pour aller dans les gangs ou pour aller dans les groupes djihadistes. C'est quand même pas non plus la panacée. Donc déjà, c'est vrai que peut-être un peu poser des questions sérieuses sur
tout ce qu'on criminalise pour pas grand chose, que ce soit, je sais pas moi, le trafic de drogue douce entre guillemets, enfin pas les, je parle après c'est sur les questions d'héroïne et compagnie, c'est notre paire de manches, mais déjà décriminaliser les drogues les moins dures, ce serait quand même quelque chose où on pourrait libérer un peu plus de ressources pour aller s'occuper de ce genre de questions. C'est un point, voilà, c'est pas la panacée, mais ça permettrait déjà de faciliter un peu les choses. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais. Oui, je pense que tu as dit l'essentiel concernant le cas de la drogue, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, tu as parlé des ressources policières, mais il faudrait aussi mentionner les ressources judiciaires, pénitentiaires, qui sont aujourd'hui donc affectées à la lutte contre la drogue, alors qu'on pourrait très bien libérer ces ressources policières, judiciaires et pénitentiaires pour en faire autre chose, pour lutter contre les véritables bandits que sont les voleurs, violeurs, meurtriers, terroristes, etc. Les fraudeurs du fisc. Pardon. Ouais. et aussi donc limiter la possibilité de briser des parcours inutilement en envoyant des mecs en prison qui pour des délits sans victime et qui, alors on sait très bien que l'école française c'est l'école du, enfin que la prison française pardon lapsus, que la prison française c'est l'école du crime. Est-ce que l'école française c'est absolument pas révélateur. On sait très bien que la prison française, c'est l'école du crime. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, peut-être faut-il songer à cesser d'y envoyer des individus inutilement en faisant le ménage dans les dispositions pénales aujourd'hui et en dépénalisant, voire légalisant purement et simplement toutes les activités humaines dites non belliqueuses, celles qui ne portent pas atteinte donc à la personne et à la propriété d'autrui. Non seulement on ferait des économies, mais en plus de cela, on favoriserait, ou du moins on diminuerait le risque d'exclusion sociale, etc., de radicalisation des prisonniers mineurs. Et parfois, en plus, on affaiblit aussi les groupes terroristes, parce qu'on le sait, il y a des frontières parfois poreuses entre les cartels qui prospèrent sur l'environnement prohibitionniste et les cellules terroristes, que ce soit en matière de drogue, en matière d'immigration clandestine. Il est tout à fait aujourd'hui établi que des cellules terroristes profitent donc des marchés noirs sur ces secteurs-là, sur ces industries-là. Donc on a tout à gagner, je pense, à rationaliser la politique criminelle en France, mais plus globalement en Europe aussi. Oui. Peut-être apporter un regard technique aussi sur un point qui revient assez souvent, qui est la question de la surveillance de masse. Parce que je pense quelque chose qu'il faut absolument garder à l'esprit. Parce qu'on nous a toujours... Enfin, les politiques nous ont quand même baratiné avec ces questions de surveillance de masse, etc. Quand on regarde un peu ce qui a été fait là-dessus, quand on regarde un peu, on a quand même aujourd'hui en France des moyens en termes de renseignement qui sont assez conséquents. Aux États-Unis, encore plus, hein, on va pas en parler. Aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de situation absolument ubuesque où, à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a un problème, on se retrouve toujours avec des gens qui, à un moment donné, sont passés par un fichier, comment dire, que ce soit un fichier ou un autre. La surveillance de masse, c'est quelque chose qui est tellement... Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose c'est un filet qui est tellement large qu'on attrape un peu tout avec ça. Et il y a une espèce... Et donc, du coup, quand on se retrouve avec des dizaines de milliers de noms, forcément, les terroristes, ils vont être dessus. Parce qu'aujourd'hui, le filet est tellement, les mailles du filet sont tellement fines qu'on attrape absolument tout. On n'arrive pas vraiment à établir de façon claire qui est une vraie menace et qui a juste balancé quelques mots-clés. Qui est-ce que... Enfin, moi, je sais pas, par exemple, quand je me... Petite habitude personnelle, à chaque fois que je prends l'avion, je vais envoyer un message à un ami en disant Allahu Akbar, juste voilà. Et je veux dire, je suis forcément sur les fichiers de la NSA. À chaque fois que je suis dans un aéroport, j'envoie Allahu Akbar à un ami. Comment faire le distinguo entre quelqu'un comme moi et quelqu'un qui est un vrai terroriste? Moi, je peux vous dire en tout cas, parce que l'informatique c'est mon métier. L'ordinateur, il est pas capable de faire cette distinction. C'est-à-dire que l'ordinateur, il me voit dire Allahu Akbar, il fait pas la différence. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, comme on n'est pas capable, il faut des moyens humains tellement conséquents pour faire le tri derrière. À chaque fois, on pleure parce que le terroriste, il était fiché quelque part. Mais forcément, le terroriste, il était fiché quelque part. Forcément qu'à un moment donné, ils apparaissent sur ces fichiers. Donc la surveillance globale, c'est complètement inefficace parce qu'effectivement, si vous voulez, moi, je peux prendre le dernier recensement, je mets tous les noms du monde, tous les noms des Français sur une liste. Et ben,
100% des terroristes qui commettront des attentats vont être sur ma liste. Bah oui, oui, forcément, ils vont être sur cette liste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des listes qui sont Ouais, tellement larges, on j'ai est pas grand incapable chose de suivre n'importe qui. ouais, bah, pas grand chose à rajouter là-dessus. Je pense que tu as dit l'essentiel concernant les moyens, les questions techniques liées à la surveillance de masse. Concernant les solutions que l'on a mises en avant, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire ça c'est inefficace, il faut aussi proposer quelques pistes. À noter que non seulement les rationaliser, donc la politique pénale comme on l'a dit, ça peut permettre aussi de renforcer la présence policière dans la rue, enfin j'en sais rien, mais des trucs comme ça qui permettraient pour le coup, enfin le fait qu'un gouvernement annonce plus d'effectifs policiers et militaires dans la rue, moi ça me choque pas trop, enfin limite c'est leur rôle quoi. Mais justement, ouais, peut-être que je me suis mal exprimé, mais quand je parlais de la question de la surveillance, c'est justement qu'au final, on se Oui, retrouve oui, avec une oui. allocation des moyens qui n'est Mhm. pas efficace. Tout à fait. Oui, je suis en train de dire que la surveillance de masse, c'est une perte de temps, c'est une perte enfin, c'est un gaspillage d'argent, etc. Mais c'est aussi pour dire, on aurait une surveillance qui serait beaucoup plus efficace si elle était beaucoup plus ciblée. Et si on admettait le fait que l'informatique ne peut pas, enfin peut-être le jour où on aura enfin découvert 1000 doigts sur l'intelligence artificielle, je sais pas, mais à l'heure actuelle l'informatique ne peut pas faire ce tri et donc au lieu de gaspiller je ne sais combien de millions sur la surveillance globale, il vaut mieux rester sur une surveillance ciblée et là du coup on aura un usage des ressources humaines beaucoup plus efficace. C'était peut-être que je me suis mal exprimé là-dessus donc c'est juste pour revenir Ah sur non, ce je pense point-là. que tu t'étais bien exprimé, c'est juste que je voulais Oui. rajouter les possibilités en fait qui s'offraient à l'administration si celle-ci était beaucoup plus intelligente. Donc on remarque une fois de plus que liberté et sécurité ce sont pas des notions opposées, que lorsqu'on remet le droit au-dessus de l'administration et que donc on cantonne l'entière puissance de la violence légale à ce que devrait être son juste rôle, donc protéger les droits de chacun au lieu de les violer, et on arrive à des résultats beaucoup plus efficaces en matière de prévention et de répression du crime, sans nécessairement tomber dans une société de Big Brother où tout serait fliqué, tout serait surveillé sous prétexte qu'il y aurait une menace terroriste, même si sur le plan des probabilités, c'est quand même c'est pas non plus. Tu vas peut-être en parler beaucoup mieux que moi, Oui, mais vas-y, je te laisse faire. bien sûr, oui. Bah, c'était un peu pour conclure sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est quoi, pour prendre un peu de recul, quel est le but fondamentalement, le but des terroristes? Tout est dans le terme. Enfin, c'est d'insuffler un mouvement de terreur. Et aujourd'hui, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que si vous regardez un peu, euh, et aussi horrible que ce qui s'est produit, c'est vraiment horrible ce qui s'est produit. Je suis pas en train d'essayer de minimiser, mais ça reste un événement qui est exceptionnel et qui en termes et qui est pas, on n'a pas eu une bombe atomique qui a détonné sur Paris. On a quand même eu même encore une fois, je suis pas en train d'essayer de minimiser ce qui s'est passé. Je suis juste en train de dire quelque chose qui, les terroristes ont gagné en termes de communication. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre un événement qui est unique. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, ça s'est produit une fois, ça va pas. Quand on voit un peu les étapes qu'il faut réussir à passer pour arriver au genre d'attaque qu'il y a eu, enfin l'attaque qu'il y a eu l'année dernière, c'est quand même assez, statistiquement parlant, c'est quand même assez incroyable. C'est ce qui s'est produit entre guillemets, enfin du point de vue des terroristes, c'était un coup de chance. Ça se produit jamais ce genre de choses. C'est pour ça qu'on en parle autant d'ailleurs. C'est parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Et donc, ils ont gagné sur le plan de la communication, mais ils sont aussi en train de gagner sur les autres aspects. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un climat de terreur dans lequel on se laisse convaincre par le genre de discours sécuritaires et liberticides qu'on voit au niveau des élites. Et il y a une défiance qui s'est installée envers la population musulmane dans son intégralité, qui joue exactement c'est exactement ce que les terroristes voulaient. Ils voulaient parce que dans leur agenda politique,
Ce sont pas des gens qui sont en train de défendre les valeurs occidentales de liberté, d'état de droit, etc. Ils veulent remettre en cause ces choses-là. Et bah, ils sont en train de le faire, parce qu'on est en train de remettre en cause ces fondamentaux d'idées de respect des libertés, de respect de la vie privée, de la séparation des pouvoirs. On est en train de créer un climat dans lequel les musulmans se sentent de plus en plus exclus de la société. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent créer un peu cette espèce de dichotomie où d'un côté c'est les musulmans et de l'autre côté ce sont les occidentaux. Et si on est, soit on est du côté des occidentaux, soit on est du côté des musulmans, pour créer un peu cette guerre de religion. Quand on regarde un peu tout ce que tous les textes, enfin tout ce que l'État islamique a publié, c'est vraiment cette espèce d'idée, d'histoire de croisade, tout le vocabulaire autour des croisades, etc. C'est eux face à nous, c'est les occidentaux par rapport aux musulmans. Et vraiment, j'invite chacun à prendre un peu de recul, respirer un peu, regarder un peu. C'est vrai que ce qui s'est produit, c'est horrible, mais ça reste un incident très isolé qui a une chance infime de se reproduire. Alors peut-être que ça peut se produire, jamais dire jamais, mais les accidents les attentats terroristes, quand on regarde un peu sur les 20 dernières années, même s'il y a une recrudescence, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement rare, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement difficile à organiser. Il y a beaucoup de ratés, je veux dire, le mec qui s'est fait péter aux portes du Stade de France, ça montre quand même que c'est pas si évident que ça à organiser. Ces gens-là, c'est pas les mecs les plus intelligents du monde. Ils ratent quand même beaucoup de choses. Faut vraiment prendre du recul là-dessus et surtout ne pas jouer leur jeu et bien comprendre que si on s'engage dans cette espèce de rhétorique liberticide et de chasse, de guerre contre les musulmans, en fait, on leur tend la victoire. Et on est en train d'abdiquer face à eux. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir sur ce débat. Oui, effectivement, la réponse du gouvernement français, je crois, est la meilleure du point de vue de ce que les terroristes pouvaient espérer, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Hein. Alors on n'a pas le temps de traiter la politique extérieure, ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode, mais c'est sûr que la dernière chose à faire, c'était de renforcer cette stature, parce qu'en fait, on ne fait que renforcer la stature de ces mecs-là en prenant les mesures que l'on exécute actuellement, tant sur le plan intérieur et sur le plan de la politique militaire et étrangère. C'était le 22e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, un grand merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner et n'oubliez pas que le French Libertarian est un projet bénévole qui fonctionne intégralement sur vos dons parce que je ne vais pas vous embêter avec les publicités. Merci à tous, à la prochaine et merci Fergan.